Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue. Je suis Caroline Mignalet, directrice d'Averroès e-learning et j'anime ce soir donc ce webinaire consacré à la classe de seconde et organisé donc en partenariat avec la FAPE, donc sur toute une série de webinaires essentiellement dédiés à la pédagogie et à l'orientation sur lesquels maintenant on collabore depuis plusieurs années. Donc, je vais laisser dans une minute ou deux la parole à Mélissa pour que elle vous rappelle un peu les missions de la FAPE auprès de vos associations de parents d'élèves. D'ici là, c'est un webinaire qu'on va essayer de tenir dans un temps raisonnable. Comme on a maintenu ce même webinaire, bien que vous n'étiez pas très très nombreux à être inscrits, donc ce que je vous propose, c'est que vous avez le choix. Vous pourrez poser vos questions soit par le chat directement, soit si vous le souhaitez, vous pouvez aussi intervenir et poser vos questions oralement. Il vous suffira donc sur Zoom de lever la main virtuellement et à ce moment-là, je vous donnerai la parole. Ce sera, comme on n'est pas très nombreux, ce sera peut-être un peu plus convivial. Voilà. Donc, Mélissa, bah, je te laisse hop, te présenter. Oui, bonsoir à tous et merci de participer à ce webinaire organisé en partenariat avec grâce à Averroès et à Caroline. Donc la FAPE, nous fédérons vos associations de parents d'élèves dans les établissements français à l'étranger. Voilà, on a un petit panorama non exhaustif de nos missions et actions. On est une fédération reconnue d'utilité publique et je suis très contente d'assister au webinaire de ce soir parce que je suis moi-même concernée ayant un enfant en seconde. Je laisse la parole à Caroline parce que on est là pour l'entendre. Bonne soirée, bon webinaire. Merci beaucoup. Alors, pour démarrer, je vais démarrer un peu par une boutade. J'avais une de mes filles au téléphone tout à l'heure et je disais oui, je fais un webinaire sur la classe de seconde. Et donc, du haut de ses 28 ans, elle me répond, ah oui, c'est la classe qui sert à rien. Donc, on est justement là pour un peu montrer que bah, justement, cette classe de seconde, c'est pas parce il y a pas d'examen, au contraire, et que effectivement, entre la troisième et la terminale, c'est finalement la seule année où les enfants sont un peu plus, en tout cas, n'ont pas d'échéance d'examen national. Et donc, on va un peu faire le point sur justement à quoi sert cette classe et comment est-ce qu'on peut finalement en tirer le meilleur parti. Parce que on va le voir et on va en parler. C'est une classe où finalement c'est l'entrée au lycée et il se passe quand même pas mal de choses. Donc, il se passe des choses en termes d'exigence. Euh, Effectivement, ce qu'on va attendre de vos enfants est bien différent. On va rentrer dans le détail de ce qu'on attendait d'eux au collège. Ils vont découvrir de nouvelles matières. Donc là, on est presque à la fin du premier trimestre. Donc, ils ont découvert de nouvelles matières et ils vont être amenés à faire des premiers choix d'orientation finalement assez déterminants dans la deuxième partie de cette année de seconde. Et on finira par bah, comment est-ce qu'on peut tirer le meilleur parti de cette année et en faire une année qui va servir de socle à la suite du lycée et aux études supérieures. Donc, n'hésitez pas à la fin de chaque partie, si vous avez des questions, etc., je m'interromprai, il n'y a aucun problème. Alors, on va commencer par aborder en fait les nouvelles exigences qui sont finalement liées au fait que la classe de seconde représente l'entrée au lycée et donc un petit peu l'antichambre de ce que maintenant on appelle le cycle terminal, qui est constitué, pardon, des classes de première et de terminale. Alors, c'est vrai que on parle maintenant de cycle terminal puisque les élèves ont des épreuves de baccalauréat en première, donc en français et puis maintenant en mathématiques, et ont des épreuves
écrite en terminale. Mais en plus de ça, toujours pour le bac, le contrôle continu est pris en compte à partir du début de la classe de première. Donc, on est vraiment sur un cycle de 2 ans qui se terminera par l'obtention du baccalauréat et l'attribution de telle ou telle mention. Alors, ce qui, du coup, caractérise un peu cette classe de seconde, c'est que effectivement, c'est la première année de lycée et que cette première année de lycée est sans examen. Euh, Ils ont fini, vos enfants, avec le brevet des collèges l'année dernière, en fin de troisième. Cette année, et donc souvent, ils ont eu leurs épreuves, même si dans le réseau des établissements français de l'étranger, les épreuves sont un peu plus tôt qu'en France, parfois même assez tôt, comme en Amérique du Nord, où en fait, ils passent le brevet dans les derniers jours du mois de mai ou les premiers jours du mois de juin. Globalement, ils ont quand même été au collège et ont dû rester concentrés jusqu'à la troisième semaine du mois de juin à peu près. Cette année, l'année va être excessivement courte. En fait, en classe de seconde, avec l'instauration du stage de seconde, donc qui dans certains établissements peut ne pas être forcément en seconde, mais enfin quand même maintenant, on est à la troisième année de ce stage de seconde, tous les établissements sont à peu près calés. Les enfants vont donc finir tout début juin avec conseil de classe, etc. Donc, c'est une année qui est quand même assez courte. Et ce, d'autant plus que la première partie de l'année, dans la plupart des établissements, et de manière tout à fait normale, les mois de septembre-octobre sont en fait vraiment des mois, on va dire, SAS, qui permettent de faire le pont entre le collège et le lycée. Donc finalement, c'est probablement pour les enfants qui ne sont plus en vacances à partir de cette semaine et surtout à la fin du premier trimestre que véritablement ils vont rentrer dans les exigences du lycée. Et pour une année qui va se terminer à la fin du mois de mai, tout début juin, grosso modo. Donc voilà, ça c'est le premier élément. Pour autant, l'emploi du temps, ça, vous l'avez bien vu depuis la rentrée, l'emploi du temps des enfants est plus lourd qu'en troisième, puisque sans option, ils ont 29 heures de cours par semaine. Donc, sans option de langue, de troisième langue, ou d'art plastique, ou diverses qu'ils pourraient avoir. Qu'est-ce qui change aussi en seconde? Le rapport aux enseignants change, véritablement. Euh, alors, dans les établissements français de l'étranger, ça peut tout à fait être le même enseignant de maths ou le même enseignant de français qu'ils avaient en troisième et qu'ils retrouvent en seconde. Pour autant, le rapport, j'ai envie de dire, prof-élève est modifié avec moins de, je dirais pas moins d'encadrement, mais un rapport plus distancié finalement aux élèves qui, en fait, petit à petit, en grandissant dans les classes de lycée, les, les adolescents grandissent et ont un rapport à l'adulte qui va changer. Et ce rapport à l'adulte, bah, effectivement, va se concrétiser, enfin se matérialiser dans le rapport prof-élève. Ça veut dire que souvent, on va entendre des élèves de seconde dire ah non, mais j'aime pas ce prof, ou bien ce prof m'aime pas, etc. Et donc, on a effectivement des enseignants qui vont plus être dans ce rapport un peu affectif qu'on peut avoir encore au collège. Et ce d'autant plus que vos enfants ont en face d'eux des enseignants qui ne font que du lycée et qui donc effectivement sont moins habitués à ce rapport plus affectif, plus proche avec les élèves qu'on a parfois au collège. C'est ni mieux ni moins bien, ça correspond aussi au fait que les enfants grandissent et que voilà, le rapport aux adultes évolue. Euh,
La dernière chose en ce qui concerne, enfin, en préambule, ce qui concerne cette année de seconde, c'est que, en fait, on commence à construire dès la seconde ce qu'on va appeler le socle dont les enfants vont avoir besoin pour le baccalauréat. Et ça, c'est vrai dans toutes les matières. Alors, on va rentrer dans le détail des matières, donc je vais pas m'éterniser ici, mais globalement, en fait, cette classe euh, permet aux enseignants de poser vraiment les boîtes à outils indispensables pour ces années de lycée, en fait. Et en réalité, pour ces années de lycée et derrière, pour le supérieur. Donc, j'y reviendrai tout à l'heure, mais l'exemple probablement le plus frappant, c'est d'être capable de rendre compte à l'écrit de son raisonnement ou de sa pensée, de manière claire, de manière riche, etc. Donc, typiquement, les enfants vont avoir tendance à dire, oh là là, mais en fait, mes devoirs, il faut que je fasse des choses beaucoup plus longues. Et c'est vrai, en fait. On attend d'eux un déroulé beaucoup plus approfondi de leur réflexion. Je vois que Soham, vous avez peut-être une question. Donc, je vous... Non, en fait, non. J'allais vous donner la parole, mais en fait, non. Ok, très bien. Ah si, je vous donne la parole du coup. Oui, bonsoir Madame Caroline. Bonsoir. Oui, bonsoir Mélissa. Je ne sais pas si elle est avec vous actuellement. Oui, elle doit être là Euh, parce qu'elle devait changer d'ordinateur, hein. Donc, Très bien, peut-être qu'elle ne peut pas parler, mais normalement, elle est là. très bien, ok, super. En fait, je voulais vous demander par rapport au volume horaire général que vous avez cité juste avant, comme quoi il s'agit de 29 heures de cours sans option. Est-ce qu'on pourrait avoir le détail du coup par matière pour avoir une idée en fait dans les établissements justement français et étrangers? Et est-ce qu'on a le respect du bon volume horaire pour chaque matière qui est enseignée dans ces établissements-là? Ah, normalement, oui, je ne suis pas très inquiète, mais alors attendez, je vérifie, je vous le sors tout de suite. Je ne le connais pas par cœur, donc je vais ouvrir mon fichier pour vous répondre. Euh, hop, alors, le volume horaire, une seconde, là. Et nous, c'est le lycée français Léon l'Africain de Casablanca. Il y a l'association Pacte affiliée D'accord. à la FAP. Oui, d'accord. Ok, oui, vous connaissez bien Mélissa, je crois. Ah oui, très bien même. Alors, hop, que je vous dise. Normalement. Alors, en ce qui concerne les enseignements communs, donc les enfants ont 4 heures de français, 3 heures D'accord, d'histoire, 3 heures d'histoire-géographie. C'est le bulletin officiel, hein. d'accord. Ils ont 5h30 de langue. Parfois, dans les établissements français de l'étranger, ils ont un peu plus, mais le volume réglementaire, c'est 5h30 de langue. D'accord. 1h30 de sciences économiques et sociales, 4 heures de maths, 3 heures de physique, 1h30 de SVT, 2 heures de PS et 1h30 de numérique. Et ensuite, ils ont l'enseignement moral et civique, qui est en fait un enseignement annuel, donc qui peut être réparti de manière euh, pas aléatoire, mais qui n'est pas forcément réparti de manière hebdomadaire. Ils ont 18 heures annuelles d'enseignement moral et civique. D'accord. Voilà. Et à ça, vous pouvez ajouter les enseignements optionnels entre une heure. Voilà. Ok. Bah, écoutez, je vous remercie, Madame Caroline. Je vous en prie. Donc voilà pour le début des attendus sur cette année de seconde. Alors, du coup, cette entrée au lycée, je le disais, elle va impliquer de nouvelles exigences. Alors, elles sont de tout ordre. Pour les enfants, alors c'est vrai que quand ils sont en métropole, souvent ils changent d'établissement. Ils passent, parce qu'effectivement, ils passent d'un collège à un lycée.
Dans certains pays où il y a de nombreux établissements du réseau, il peut arriver que, bah, moi j'ai eu mes enfants par exemple à Casablanca, ils étaient au collège à un endroit, et puis pour aller au lycée, ils sont allés dans un autre établissement. Donc là, en fait, effectivement, il y a un véritable changement qui est en plus un changement physique, matériel. Mais dans la plupart des établissements du réseau, il n'y a pas véritablement de changement matériel. Souvent, le changement s'arrête à parfois ils rentrent par une porte différente ou ils n'ont pas tout à fait les mêmes horaires de rentrée, mais sinon c'est tout. Donc, euh, il n'empêche que même s'il n'y a pas de changement matériel en termes d'établissement, on va attendre de vos enfants une beaucoup plus grande autonomie. Et cette autonomie, elle est à la fois matérielle, sur la gestion de leur emploi du temps, de leur cartable, de leur matériel, de leurs livres, etc. Bien évidemment, où ils vont être là pour le coup beaucoup moins assistés qu'au collège. Je prends un exemple très concret. Il est fréquent qu'au collège, les manuels restent en classe, par exemple, puissent rester en classe. Bon, au lycée, ça n'arrive plus. Et on va dire à vos enfants, bah, il suffit que vous ayez un manuel par table. Ok, très bien. Mais ça suppose bah, ça suppose une organisation, en fait. Donc voilà. Donc ça se met en place petit à petit, cette autonomie matérielle. Elle se développe aussi à travers de projets que certains enseignants vont mettre en place. Et puis, elle va être nécessaire au fur et à mesure pour finir par aboutir, par exemple, dans le cadre de l'épreuve de grand oral, sur une épreuve où bah, les enfants, enfin, les élèves de terminale, travaillent quasi en complète autonomie sur leur projet de grand oral, qui est quand même une épreuve qui est maintenant, enfin, qui sera à partir de cette session de baccalauréat qui sera coefficient 8 et qui était jusque-là coefficient 10. On attend aussi d'eux une plus grande autonomie intellectuelle. Je l'ai dit, on va attendre d'eux qu'ils soient capables de penser par eux-mêmes parfois en français, en histoire-géographie, en éducation morale et civique, et puis petit à petit dans d'autres disciplines, c'est-à-dire en sciences économiques, en histoire géopolitique, en évidemment en philosophie en terminale mais aussi une autonomie intellectuelle, par exemple, qu'on va retrouver en spécialité physique-chimie, où la spécialité physique-chimie, on le sait, c'est une spécialité où les sujets sont excessivement longs, il y a beaucoup de données, etc. Et il faut cette autonomie qui va permettre à un élève de, en découvrant un sujet, savoir où aller chercher l'information, comment l'utiliser, etc. Donc ça, euh, bien évidemment, ça n'arrive pas en un jour, ça se fait petit à petit. Mais ce sont des éléments sur lesquels, effectivement, en tant que parent, accompagnant, etc., on peut être vigilant pour s'assurer que, bah oui, petit à petit, nos enfants font leur job d'élève et grandissent en autonomie sur cette année de seconde pour aborder de manière, euh, j'ai envie de dire, la plus autonome possible l'année de première. On attend aussi, et ça va avec, hein, bien sûr, une plus grande maturité. Plus grande maturité. Donc là aussi, on le sait, il y a des énormes différences entre les enfants, etc. Et donc, vraiment pas d'inquiétude du tout. Mon objectif n'est pas du tout de créer du stress ou autour de ça. Donc, cette maturité, elle se construit en fait tout au long de l'année de seconde. Et c'est effectivement un des gros objectifs de cette année de seconde. Donc, cette maturité, elle va se traduire dans la manière dont dont l'enfant s'organise, donc dans la manière dont il organise bah, le rapport entre son temps libre et son temps de travail, son temps d'école et son temps à la maison, de la manière dont il gère éventuellement ses heures de permanence, ses heures de trou, entre guillemets, euh, de la manière dont il gère bah, potentiellement ses options, ses activités extrascolaires, etc. Et donc là, effectivement,
ben, il va falloir grandir pour arriver à gérer ces multiples échéances, beaucoup plus qu'au collège. Euh, on va attendre aussi une beaucoup plus grande maturité, en particulier à partir du mois de janvier, euh, en ce qui concerne les premières réflexions sur l'orientation. Euh, alors, en classe de seconde, donc on a un webinaire qui est consacré au choix de spé, qui est de mémoire fin janvier ou tout début février. Donc, on ne va pas non plus développer outre mesure ce point ici, mais quand même, c'est en seconde que les enfants vont choisir les spécialités qui vont suivre pendant tout le cycle terminal. Ces spécialités, en seconde, ils en choisissent trois ce sont des enseignements qui vont suivre en terminale, en première, pardon. En fin de première, ils en abandonneront une pour n'en conserver que deux en terminale. Évidemment, je vous mentirais si je vous disais que ben, ce choix n'a pas d'importance. En réalité, évidemment, ce choix a de l'importance. Il a de l'importance sur ben, leur possibilité de poursuite d'études derrière. Il a de l'importance sur ben, leur capacité de réussite, quand même, etc., sur leur bien-être et sur leur plaisir à apprendre, à aller au lycée, etc. Alors évidemment, en seconde, c'est ultra jeune pour réfléchir à ça. Heureusement, ils choisissent pas un métier, ils choisissent des matières. Mais en choisissant des matières, ils donnent quand même une inflexion à la fin de leur lycée. Comme avant, on choisissait des séries, sauf qu'ici, le choix est beaucoup plus large. Et avec dans ce choix, donc on y reviendra dans le cadre du webinaire qu'on fait, certaines matières nouvelles, et donc où ils vont un peu vers l'inconnu. Euh, donc voilà, sachant que ces premières réflexions en plus, au-delà de leur orientation, euh, bah, ont des implications en termes de volume horaire. Bah, une spécialité en première, c'est de manière classique 4 heures de cours par semaine. Une spécialité en terminale, c'est 6 heures de cours par semaine. Donc c'est beaucoup d'heures, en fait. Donc voilà. Euh, donc c'est quand même le moment où cette classe de seconde, sans leur coller la pression, c'est important que les enfants s'ouvrent un peu aux choses qui les intéressent et que petit à petit, alors peut-être qu'aujourd'hui, au mois de novembre, quand ça vous semble très très prématuré et probablement c'est encore sûrement trop tôt. Il y a des enfants qui sont très mûrs par rapport à ça, d'autres qui le sont beaucoup moins. Mais il ne faut pas hésiter à voilà, organiser des occasions de discuter avec des gens de l'extérieur, avec des enseignants, avec des élèves plus grands, avec des cousins qui sont étudiants et qui étudient des domaines qui pourraient l'intéresser, etc. En fait, à petit poser des graines qui les aideront sur la deuxième partie d'année quand ils vont effectivement devoir faire leur premier choix. En termes de calendrier, en règle générale, on demande aux enfants de faire des premiers vœux de choix de spécialité au moment du conseil de classe du deuxième trimestre et de confirmer leurs vœux au moment du conseil de classe du troisième trimestre. Voilà, pour donner une idée de calendrier. Euh, La troisième dimension dans laquelle on attend des enfants une beaucoup plus grande maturité, c'est la qualité de la rédaction. Et là, effectivement, il y a une grosse marche, en fait, entre la troisième et la seconde. C'est que on va, et pas uniquement en français, on y reviendra tout à l'heure, on va attendre d'eux qu'ils soient petit à petit capables de construire un paragraphe qui soit bien structuré, qui ait du sens et qui leur permette de rendre compte de leur réflexion, de leur raisonnement, de leur pensée. Euh, et ça, c'est vraiment quelque chose qui est souvent difficile, qui met du temps à s'acquérir parce que
ils ont pris l'habitude, souvent en troisième, de répondre à des questions de manière assez, pas lapidaire, mais de manière assez rapide, en allant droit au but, etc. Bah, ici, il va falloir faire un plus gros effort de rédaction en introduisant son propos, en le développant, etc. Donc voilà sur cette partie maturité. Euh, il y a aussi de nouvelles attentes qui est là qu'on va retrouver quasiment dans toutes les disciplines, scientifiques et non scientifiques. On va demander aux enfants non plus juste de lire une donnée, de l'utiliser, mais potentiellement de l'interpréter, c'est-à-dire de lui donner un sens compte tenu de leur connaissance de cours au niveau d'une classe de seconde, euh, de déduire des choses de ce qui est de ces éléments et de réfléchir, d'avoir une réflexion personnelle par rapport à ce cheminement de pensée, d'interprétation d'une donnée, de ce qu'on peut en déduire quand on la confronte à d'autres choses et d'apporter des éléments de réflexion. Alors, je crois que Siam, vous avez de nouveau une question, donc je vous redonne la parole, pardon, avant de passer à la suite. Allez, vous pouvez y aller si vous voulez. Oui, oui, merci Madame Caroline. En fait, c'est par rapport à l'orientation, je voulais savoir est-ce que il y a un volume horaire qui est dédié à l'orientation justement et quels sont je veux dire les professeurs, le personnel qui est en charge de l'orientation, mis à part le PRIO. Alors, de mémoire, la dernière réforme, alors là, je vous avoue que ça mériterait que je vérifie, mais il me semble que la dernière réforme, enfin les derniers ajustements d'Elisabeth Borne, donc le ministre précédent de l'Éducation nationale, concernaient l'orientation et qu'il y a effectivement un volume horaire qui est maintenant dédié à l'orientation, qui va être réparti, qui a un volume annuel. Et les enseignants, ça peut être le prof principal, comme en fait c'est souvent, de toute façon, l'orientation, elle est souvent travaillée en équipe pédagogique avec l'intervention des conseillers d'orientation, enfin du pôle d'orientation quand il y en a un structuré dans l'établissement, et des professeurs principaux, en règle générale. Mais je vous rechercherai le volume annuel. Je sais plus s'il est, mais il est. Je ne sais plus s'il est par classe ou s'il est sur l'ensemble du lycée. D'accord, Madame Caroline, je vous remercie. Voilà. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Oui, excusez-moi, Madame Caroline, par rapport au stage, euh, le rapport de stage, est-ce qu'il est obligatoire? Non. Et ben, quel est l'intérêt pour l'élève de faire un stage s'il sait pertinemment qu'à la fin de son stage, il n'aura pas de rapport justement à soumettre à l'établissement? Bah, en fait, bon, alors d'abord, quand même, je vais rappeler que je ne représente pas l'éducation nationale. Donc, Oui, je moi, sais bien. moi, j'essaye de décrypter, mais après, je suis comme tout le monde, c'est-à-dire que Oui. je lis je lis les analyses, les informations qu'on me donne. Mais d'expérience, l'intérêt de faire un stage et surtout une première découverte en fait du monde du travail. C'était vraiment ça, une première approche. Alors, je sais bien, et alors pour être passé par là, bah là, très concrètement, donc moi, quand mes enfants étaient au collège et au lycée, le stage se faisait en troisième. Euh, ils ont tous fait leur scolarité dans des lycées français à l'étranger, divers et variés. Et je sais que c'est compliqué souvent de faire un stage à l'étranger. L'intérêt de ce stage, c'est véritablement d'avoir un premier contact avec le monde du travail et donc idéalement dans un domaine qui intéresse plus ou moins l'enfant. Alors, évidemment, ils sont très jeunes. Donc, en fait, ils ne peuvent pas faire grand-chose. Déjà, légalement, ils ne peuvent pas faire grand-chose. Ils ne peuvent être que en observation. Donc, donc l'idée,
c'est vraiment celle-là, c'est vraiment d'aller découvrir par observation ce qui peut se passer dans un environnement professionnel qui les intéresse. Certains établissements vont demander un rapport de stage ou vont demander, je ne sais pas moi, mon fils par exemple, il était à Moscou, enfin on était à Moscou quand il a fait ça, et au lycée Alexandre Dumas de Moscou, il y avait un oral. En fait, les enfants venaient rendre compte de ce qu'ils avaient fait en stage. Mais il n'y avait pas de notes, hein. C'était plus pour donner un cadre et alimenter la réflexion. Mais il n'y a pas véritablement de rapport de stage obligatoire. En revanche, D'accord. je pense que ça apporte quelque chose si les enfants arrivent à faire un stage qui leur parle dans un domaine qui leur parle, qui les intéresse, etc. Au contraire, je pense que ça a un vrai apport, même en observation. Voilà. Mais ça, c'est mon opinion. Merci madame. Je vous en prie. Alors, si on descend maintenant un petit peu dans le détail des disciplines, donc, je vais commencer par les deux disciplines centrales. Enfin, centrales, c'est pas que les autres sont moins importantes, mais c'est qu'elles sont structurantes, en fait, surtout. Donc, le français et les mathématiques. Donc, le français, en fait, devient dans les textes littérature. Alors, ça ne se voit pas forcément sur l'emploi du temps de vos enfants, où il y a toujours écrit français. Mais en réalité, dans les contenus des programmes, etc., on rentre, on n'est plus dans l'étude de la langue, on rentre véritablement dans l'étude de la littérature. Et là, pour le coup, dès la classe de seconde, on prépare les épreuves anticipées du baccalauréat de première, donc le bac de français écrit, le bac de français oral. Alors, on les prépare. Bien sûr que ça prend du temps quand je dis on les prépare, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on apprend en seconde? On apprend à analyser des textes en profondeur, en allant chercher tout ce qui est implicite, les figures de style qui sont utilisées, les techniques littéraires qui sont utilisées, etc. On apprend en liaison avec l'histoire-géographie, avec l'histoire de la littérature, à contextualiser les textes historiquement, déjà, qu'est-ce qui se passait à cette période-là, et dans les mouvements littéraires. Donc on est vraiment dans une étude de la littérature. Et on attaque dès la seconde les méthodologies qui sont attendues, enfin, dont les enfants auront besoin pour le bac de français, c'est-à-dire concrètement la méthodologie du commentaire composé et la méthodologie de la dissertation. Bien évidemment, ce que les enfants ne font pas en seconde, c'est qu'ils ne travaillent pas les œuvres littéraires qui seront examinables au bac de français. Ils font ce travail à partir d'œuvres qui sont au programme de la classe de seconde. Mais en termes de technique, de méthode d'analyse, d'outils d'analyse littéraire, etc., c'est en seconde que véritablement on pose ce dont les enfants vont avoir besoin pour le bac de français. Et ce d'autant plus que quand les enfants rentrent en première, les enseignants de français de première, ils ont à travailler avec les élèves quatre œuvres complètes au minimum, enfin, quatre objets d'étude, donc le roman, le théâtre, la littérature d'idées, la poésie. Ces mêmes objets d'étude que vos enfants vont retrouver en classe de seconde. Donc, ils ont quatre œuvres complètes à travailler en première, plus tous leurs 16 textes pour l'oral. Donc, en fait, c'est vrai que les enseignants de première ont un volume de textes à travailler et à étudier qui est énorme. Et donc, souvent, ils n'ont pas vraiment le temps de revenir sur toutes ces méthodes, tous ces apprentissages qui relèvent de l'année de seconde. Donc, en français, c'est vraiment une année qui est ultra importante. Et c'est l'année aussi où je l'ai dit tout à l'heure, la rédaction, l'amélioration de la rédaction, c'est important. Bah, et bien évidemment, c'est important de manière générale, c'est d'autant plus important en français, évidemment. Euh, En mathématiques, les chapitres qui
sont travaillés en classe de seconde. Donc, il y a globalement, bon, si vous avez suivi le webinaire consacré aux maths, il y a assez peu de géométrie en classe de seconde. Il y a beaucoup d'algèbre, en fait. Euh, Même si les enseignants revoient dans le cadre d'un chapitre tout le programme de géométrie de collège. Mais globalement, tous les chapitres qui sont travaillés en classe de seconde constituent la boîte à outils dont tous les enfants vont avoir besoin ensuite pour la suite, pour la première et la terminale. Et ce, selon leur niveau. C'est-à-dire qu'il y a des enfants qui vont choisir la spécialité maths en première, et donc ils vont s'appuyer sur toutes les compétences de la classe de seconde. Il y a des enfants qui ne choisiront pas cette spécialité maths en première, qui n'auront que les maths de tronc commun. Ceci étant dit, tous les enfants auront une épreuve de maths en fin de première, une épreuve anticipée de baccalauréat. Et donc, typiquement, l'épreuve anticipée de baccalauréat, elle peut porter sur une partie des apprentissages de seconde, en fait, qui sont revus en première et qui servent d'appui au programme de première et en spé et en maths de tronc commun. Donc là, vraiment, on est sur deux choses, deux piliers où bah, c'est bien de s'assurer que vos enfants sont solides dans ces deux dimensions-là. Ensuite, dans les autres disciplines, et bon, moi, je ne suis ni prof de maths ni prof de français, hein, donc je suis assez à l'aise. Dans les autres disciplines, euh, ce qui va faire la différence, enfin, et ce qu'il faut vraiment acquérir, et je le redis parce que vraiment c'est important, c'est la qualité de la rédaction. Et ça, tant dans les matières scientifiques que dans les matières qui vont être plus dissertatives, plus rédactionnelles. J'insiste parce que dans les matières scientifiques, en physique-chimie, en mathématiques, souvent ce qui pêche au baccalauréat, c'est la qualité de la rédaction. Quand il y a des difficultés, c'est pas que les enfants connaissent pas leur cours, c'est pas qu'ils savent pas appliquer une formule, c'est souvent que c'est mal rédigé, c'est qu'ils n'ont pas été capables de rendre compte de leur cheminement scientifique. Euh, En physique-chimie et en SVT, les thèmes qui sont abordés, les grands thèmes du programme qui sont abordés en classe de seconde sont les mêmes que ce qui seront ensuite adoptés en spécialité. En sciences économiques et sociales, donc là, ça, c'est ma matière. Les enfants vont font une découverte en fait d'une nouvelle discipline que souvent ils aiment beaucoup en classe de seconde parce qu'elle est très pratique et qu'elle est vraiment orientée compréhension du monde socio-économique dans lequel ils vivent. Et là, bon, évidemment, parce que c'est une matière que je connais bien, mais on en reparle pas mal dans le webinaire sur le choix des spécialités. Attention, quand ils rentrent en première, quand ils choisissent la spécialité SES, dans SES, c'est sciences économiques et sociales. Donc, autant, j'ai envie de dire, en seconde, on est sur une introduction à la science économique et sociale, autant en première, on rentre véritablement dans le côté scientifique de la matière. Parfois, ils sont un peu surpris au début de leur année de première. Ensuite, ça passe, ils s'habituent et ça se passe très bien. Voilà. Euh, et le dernier point, c'est que en fait, j'ai envie de dire que en seconde, il n'y a pas de matière à délaisser. Pourquoi? Parce que finalement, c'est parmi l'ensemble des matières que vos enfants vont travailler qui vont faire le moment venu qui vont être en capacité de faire des vrais choix de spécialité, c'est-à-dire des choix éclairés, des choix en connaissance de cause. Alors, évidemment, il y aura toujours des inconnus ou des contraintes liées à l'orientation, si, ça, etc. Mais déjà, donc il y a les choses qui quand on parle de choix de spécialité et d'orientation, il y a les choses qu'ils ne peuvent pas savoir. Est-ce que je sais pas, si un élève en seconde vous dit qu'il veut faire médecine, est-ce que en terminale, il voudra toujours faire médecine? Bah, franchement, il va se passer 2 ans. C'est des années où les enfants changent énormément. Donc, pas forcément, en fait. En revanche, ce qu'il sait, donc ça fait partie des choses un peu inconnues. En revanche, ce qu'il sait, c'est est-ce qu'il aime la matière, est-ce qu'il prend du plaisir à la travailler, est-ce que c'est quelque chose qui l'intéresse, etc. Et ce, dans toutes les disciplines. Il y a par exemple des spécialités
en langue vivante, qui sont des spécialités qui s'appellent langue, littérature et culture étrangère. Donc, c'est pas juste. Donc, dans certains établissements, je sais pas, vous allez avoir, par exemple, langue, littérature, culture étrangère anglaise. Et donc, bah, les enfants vont travailler en plus. Ils auront toujours leur volume horaire de langue vivante, mais en plus, ils vont travailler bah, la culture britannique, la littérature britannique, un certain nombre d'ouvrages, d'auteurs, etc. Donc, en fait, ça leur donne quand même pas mal d'indications sur ce qu'ils aiment et ce qu'ils n'aiment pas, et ça leur permet de faire de vrais choix. Et ce dans quoi ils sont bons et ce dans quoi ils sont moins bons ou moins à l'aise. Voilà, donc voilà pour un peu le niveau d'exigence attendu dans l'ensemble des disciplines. Alors, je ne sais pas si à ce stade, vous avez des questions ou si, a priori, je ne vois pas de questions. Hop. Donc, je vais continuer. Euh, donc, comment accompagner vos enfants en fait sur cette année-là? Euh, j'ai envie de dire, bon, ça paraît évident, mais le premier niveau, c'est vraiment ce travail d'organisation, d'autonomie, de maturité. Euh, de manière à ce que voilà, les enfants maîtrisent les méthodes de travail, soient autonomes, etc. Et ça, si, si en fin de seconde, ça c'est gagné, c'était déjà un gros. C'est quelque chose c'est déjà quelque chose d'important qui est gagné, qui est acquis et qui vraiment les suivra, les accompagnera tout au long de leurs études. En français, quand effectivement on travaille, alors nous à VROS, quand on travaille avec les élèves de seconde, euh, en français, les enseignants travaillent sur les compétences qu'on a vues, c'est-à-dire savoir analyser un texte en profondeur, travailler les outils littéraires et les méthodos du commentaire et de la dissertation. En sciences, pareil, on est sur les chapitres fondamentaux et en sciences, c'est surtout acquérir une méthode de travail qui permet de réfléchir, de se poser des questions et de savoir rendre compte finalement de son raisonnement à l'écrit. Parce que c'est vraiment là, enfin, j'insisterai, si vous ne retenez qu'une chose de ce webinaire, c'est vraiment ça, c'est que vraiment la capacité de rendre compte, la capacité à rédiger, c'est l'élément central sur lequel il faut travailler en classe de seconde. Parce que derrière, c'est trop handicapant, y compris parfois en terminale. On a parfois en terminale, moi j'ai parfois en terminale des élèves en SES qui sont honnêtement handicapés, en fait, enfin, véritablement gênés par leur incapacité à dérouler une pensée. C'est-à-dire qu'ils ont une question, on va attendre une page et demie, et en début d'année, ils vont écrire 6 lignes. Et en fait, c'est tout un travail, donc, et c'est du travail qui prend du temps. C'est pour ça que cette classe de seconde, il faut vraiment prendre le temps et que les enfants soient motivés, j'ai envie de dire, pour s'y investir, parce qu'ils ont besoin de ce temps pour améliorer leur rédaction, etc. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Euh, il faut s'entraîner, il faut pratiquer, il faut, voilà, de manière à ce que ce soit, à ce qu'ils soient plus à l'aise et que ce soit quelque chose d'acquis et presque de naturel, en fait, dans leur manière de rédiger ensuite. Euh, donc, à Averroès, en fait, on accompagne les élèves uniquement en français, en maths et en physique-chimie, en classe de seconde, soit au travers de cours réguliers, que par exemple en français, on va privilégier parce que justement, on a besoin de ce temps long pour s'entraîner, ou au travers de stages, bien sûr, pendant les vacances. Et l'engagement en tout cas, la manière dont nous, on travaille, c'est qu'on ne travaille que avec des enseignants, jamais d'étudiants, qui sont spécialisés dans les lycées français de l'étranger, qui ont l'habitude de travailler typiquement avec des enfants qui sont multilingues, qui sont en général très, très bons en langue vivante, et qui ont donc
ce cursus, qui ont parfois changé d'école 3 fois, 4 fois au cours de leur scolarité, etc. Donc, voilà, qui sont tous diplômés, tous enseignants, la plupart examinateurs aux examens, et qui sont donc là pour accompagner les enfants. Euh, alors, j'ai eu envie aujourd'hui, même si ça paraît loin, mais bon, après tout, on est sur le début du lycée, de vous donner une idée des résultats obtenus par les élèves qu'on a pu accompagner l'année dernière au baccalauréat. Euh, donc, vous voyez, en fait, ça vous donne une idée de ce qui est atteignable, ce qui est possible. Euh, mais vraiment, j'insiste, quand un élève est un petit peu, pas en difficulté, mais pas à l'aise à l'écrit, etc., euh, que vous le fassiez accompagner par nous, que vous le fassiez vous-même, ou quelle que soit la solution en fait que vous allez envisager, en fait, donnez-lui du temps de manière à acquérir ces méthodes et à avoir le temps de progresser. Parce que certaines compétences, en particulier les compétences rédactionnelles, ça prend du temps. Euh, voilà un petit peu ce sur quoi je voulais insister aujourd'hui. Donc, je ne sais pas si vous avez encore d'autres questions par rapport à tout ça. Jette un coup d'œil en même temps. Hop. Bon, écoutez, je pense que non. Donc, je ne vois pas d'autres questions. Donc, écoute, si vous n'avez pas d'autres questions, moi, j'en ai à peu près terminé aujourd'hui. Donc, vous l'avez bien compris. En fait, je ne représente pas l'éducation nationale, hein. Je n'ai pas du tout ce, ce positionnement. En revanche, c'est vrai que, voilà, il y a l'habitude d'accompagner les élèves et puis, en fait, tout le travail qui est fait en pédagogie qui me permettait aujourd'hui, en fait, qui nous a permis en équipe, en fait, de construire, en fait, ce webinaire pour vraiment mettre l'accent sur ce qui nous a semblé important sur cette année de seconde. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des questions ultérieurement. Je crois que voilà, je peux vous mettre, je vous laisse nos coordonnées. Euh, on est disponible. Si on peut répondre à la question, on y répondra. Si on peut pas, on cherchera, en tout cas. Je me suis notée de rechercher effectivement le volume consacré à l'orientation. Et donc, Soham, je vous répondrai. Soit par mail directement, soit je le mettrai dans le mail dans lequel vous aurez accès au replay à l'issue de ce webinaire. Voilà, je vous remercie à tous pour votre participation ce soir. Merci Mélissa et je vous dis à très bientôt. Au revoir.